Euh, voilà. Donc, on relance notre tableau noir qu'on aime tant. Il est là, c'était MySQL. Alors là, on était en train de manipuler ou on était en train de visualiser les bases de données et les tables qui existaient déjà. Maintenant, on va essayer de créer notre propre base de données et on va essayer d'ajouter une table dedans et ajouter les différents types d'échanges qu'il y a dedans. Alors, je vais faire create database. Ça, c'est le mot-clé pour la création de la base de données. Create database. Rassurez-vous que vous êtes connecté à la base de données MySQL. Si vous n'êtes pas connecté, vous faites d'abord MySQL-U, le nom de votre utilisateur dans root, et vous validez, et puis vous faites create database. Donc, ici, oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, il a tout bouleversé là. Je vais faire contrôle, plutôt anti/q, je sors d'abord, et puis je fais encore MySQL-root-p. Très bien. Alors, je vais faire create database et je vais donner un nom de base de données à notre, ça va s'appeler formation. Formation. Alors, il y a des choses que vous allez éviter. Quand vous créez une base de données, si vous savez que c'est un mot composé, genre formation Laravel, ne faites pas ça. Non. Si vous voulez avoir une base de données composée comme ça, utilisez plutôt le sous-tiré. Voilà. Parce que quand vous créez comme ça là, oui, dans MySQL, il crée un dossier qui va avoir le nom de votre base de données. Et à l'intérieur, chaque table va être représentée par un fichier qu'on appelle FRM. C'est l'extension de MySQL. Et n'oubliez jamais le point virgule à la fin, hein. Create database, formation Laravel. Anti/P. OK. C'est bon? Alors, pour nos amis qui n'ont jamais fait les bases de données, le type de données, on va mentionner ça, le type de données qu'on a, c'est comme en français, on a les données alphabétiques, numériques, alphanumériques. Maintenant, non, même une date, en fait, la date, c'est une chaîne de caractères, normalement. Maintenant, c'est dans chacune des spécialités des bases de données, on a maintenant de type. C'est vrai que nous savons qu'il existe seulement les données numériques, alphabétiques et alphanumériques. Et dans notre science, quand les données numériques sont scindées en deux, nous avons les entiers et les nombres réels. Hein, les entiers, c'est tous les chiffres qui n'ont pas de virgule. 10, 1, 2. Mais quand tu as un nombre réel, c'est 2,5, 10,2, on appelle les décimales. Donc, euh, c'est ça qu'on connaît dans la vie courante, dans le réel. Maintenant, en base de données, il y a des types de données qui viennent intervenir et qui font que on aura plus de types de données que celles que nous connaissons, ceux que nous connaissons plutôt dans la vraie vie. Je clique sur valider. Vous voyez, query OK. Donc, il a exécuté cette requête et très bien, j'ai la base de données, formation Laravel. Et comment je fais pour savoir si c'est le cas? Je fais show database, bases avec S à la fin. Oh, merde, j'ai pas écrit. Ah, voilà. Quand j'ai fait ça, j'ai Coligaz et j'ai maintenant formation Laravel qui est là. Et si j'ai fait use formation Laravel, use formation Laravel, je sélectionne cette base de données. Maintenant, ce que moi je vais faire est simple. Je vais me baser sur quelque chose qui est sous nos yeux. Nous avons liste de présence. Donc, on va créer une table qui va s'appeler personne.
Et la table personne, ici, nous avons le champ comme le nom, prénom, structure, fonction. Vous voyez, on a mélangé structure, fonction, adresse mail, coordonnées téléphoniques et signature. Signature, en fait, c'est pas un type de données. En réalité, la signature est considérée comme une image. Donc, au cas où vous dites, mais comment on va faire dans la base de données pour mettre la signature? Ah, c'est une image. Donc, il faut signer quelque part, prendre l'image et représenter la chaîne de caractères des images. C'est l'image en base 64. On aura une chaîne de caractères. Donc, ça y est. Donc, nous, on va essayer de reproduire la même chose que celle qu'il y a ici. D'abord, en ligne de commande comme ça, puis en passant par un outil intelligent, puis en passant par Laravel. On va voir où est-ce que ça devient plus productif pour nous de travailler. Donc, on a là, alors on va donner aux dames de nous aider. Madame, s'il te plaît, tu peux prendre la liste là. On va créer une table qui va s'appeler personne. Et pour ça, j'ai d'abord créé la base de données use, plutôt formation Laravel. J'ai sélectionné cette base de données. Et maintenant, dans cette base de données, il n'y a rien. Pour preuve, si je fais show tables, empty set, ensemble vide, ou comme collection vide, donc il n'y a rien, il n'y a pas de table. Maintenant, on va créer une table. Mais la création d'une table est un peu complexe. Donc, on va demander à mademoiselle qui? Samantha. OK. Samantha, tu vas nous aider à nous dire, déjà, on va créer la table en faisant create table, les noms de la table. Vous faites le mot-clé create table, et ce qui suit, c'est les noms de la table. Et ici, on veut créer une table qui va s'appeler personne. Et s'il vous plaît, choisissez une norme pour créer vos tables. Soit vous créez vos tables en majuscule, vous créez en minuscule. Évitez de créer des tables en majuscule, en minuscule, les deux. Majuscule est KMO case. Il est sensible. Donc, la table va s'appeler personne. Moi, j'aime le minuscule, je me complique pas la vie. Alors, je sais que je vais gérer des personnes et j'ai mis personne avec S à la fin. Mais, je ne peux pas juste faire personne et puis j'ai fait point virgule. Non. Il faut spécifier à cette table quels sont le type de champs que je vais avoir dedans. Et donc, quand vous faites personne, ça devient comme une fonction. Vous devez ouvrir la parenthèse et fermer. Et à l'intérieur de personne, ne faites pas l'erreur de faire enter dans quoi? Il va vous sortir une flèche et vous n'allez pas comprendre. Quand j'ai fait comme ça, là, vous voyez, il me sort une flèche, on risque de ne pas comprendre. Donc là, et on peut pas faire un retour, genre pour effacer. Donc, dans ces cas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire point virgule. Il va me créer une erreur parce qu'il n'a pas compris. Et puis, je reviens maintenant à l'étape normale. Donc, je vais dire create person. Et à l'intérieur, on va spécifier maintenant les champs. Alors, vous voyez, la parenthèse ouverte, mais la parenthèse fermante, je ne la ferme pas d'abord parce que je vais savoir exactement ce que je mets dedans. Madame, s'il te plaît, dans le papier là, quel est le premier champ? C'est le numéro. Très bien. Donc, on va dire numéro. Ça, c'est le nom du champ. Le numéro là, c'est quel type de données? Est-ce que c'est alphabétique, alphanumérique ou numérique? Quel type de numérique? Est-ce que c'est des entiers ou bien c'est des nombres réels? C'est des entiers, très bien. En MySQL, pour dire que dans ces champs-là, on veut seulement le nombre, les entiers, on va lui dire int. Donc, je vais dire, le champ-là, ça va être un entier. Mais en MySQL ou dans d'autres langages, ces entiers-là ont des tailles. Par exemple, je vais dire, si j'ai dit int 1, ça signifie qu'il peut prendre 1, 2, 3 jusqu'à 9. Il peut pas prendre 10 parce que c'est deux caractères. Maintenant, ici, on sait que le nombre de personnes qu'il y a ici, c'est 30 personnes. Si on doit enregistrer les personnes, c'est 30 personnes. Donc, on peut laisser int comme ça, il va prendre par défaut 10. Ou, vous lui dites que il prend 2. Comme ça, il va prendre 1 jusqu'à 30. Mais au lieu de faire comme ça, int, et puis prendre 2, c'est mieux de lui dire tiny int.
petit. Par défaut, il prend sur 3. Mais faisons comme s'il ne s'agit pas que de nous. Faisons comme s'il s'agit de toutes les personnes. Donc, on va lui dire int de 10. La table là, madame, quand tu regardes le nombre, l'ordre de nombres, c'est comment? Ça s'incrémente. Est-ce qu'on peut avoir un numéro moins un? Très bien, parce que moins un signifie qu'il y a personne. Là aussi, tu as la possibilité de dire, dans ces champs-là, on ne veut pas que un nombre négatif soit dedans. Et pour ça, on va lui dire juste quelque chose. Unsigned. Non signé, c'est ce qu'on appelle les entiers non signés. C'est-à-dire que c'est un entier qui ne prend pas de valeur négative. Si c'est sign, c'est des entiers signés. Ça, c'est des entiers non signés. Donc, 10 unsigned. Après, quand tu regardes dans le papier là, est-ce qu'on a rempli toutes les 37 personnes? On s'est arrêté à 30. Il y a 7 enregistrements, non? Il y a 7 enregistrements qui restent. Normalement, c'est combien? Il y a 37, non? Il y a des vides, non? 44. Tu vois? Comment tu sais qu'il y a 44? Non. Il y a 44 lignes prévues, sauf qu'on a rempli seulement le quelque. Les lignes, là, c'est pour dire que si moi ou quelqu'un d'autre vient s'ajouter, il n'aura pas à dire encore, on s'est à combien? Celui qui va ajouter son nom, il va ajouter à 31. C'est pas lui qui va écrire 31. Si on veut dire à MySQL que on ne veut pas que les gens précisent le numéro, toi-même donne-leur de numéro par rapport à l'ordre de venue. Tu vas lui dire, ah, dans ces cas, toi, tu vas être auto-incrémenté. Donc, auto-increment. Ces champs-là, on va pas lui spécifier des données. Lui va commencer à les remplir automatiquement chaque fois que tu enregistres un élément. Après, est-ce qu'on peut avoir ces champs-là? Est-ce qu'on peut avoir 2, 3, 4, 5, 6 et puis 2 encore? Ça force l'ordre, non? Cette façon de faire, en notre base de données, on va empêcher que s'il y avait 2, qu'il y ait encore 2. Ça peut être unique. Donc, on peut lui dire unique, clé unique, ou on peut lui donner un type de contrainte qu'on appelle clé primaire. Et en tant que clé primaire, il applique l'unicité du champ. Et pour ça, on va dire primary key. Primary key. Primary. Lui, il n'a pas de underscore. Primary key. Espace primary key. Euh, non, tu vas le comprendre, t'en fais pas. Pour un début comme ça, tu ne comprendras pas. La clé primaire en base de données, c'est un peu comme il joue le rôle 1, l'index. Bon, l'index aussi, tu vas pas comprendre parce que les index sont faits pour permettre à la base de données de retrouver facilement le quand on fait des requêtes. La clé primaire, c'est pour dire que tu vois dans toute ma table là, ce que je considère comme champ primaire qui va faire la différence avec tout le monde, c'est lui. Est-ce que tu vois? C'est comme le numéro d'ordre, c'est comme le numéro matricule. On peut pas avoir deux personnes avec le même numéro matricule. Voilà. Mais c'est pas vraiment ça qui définit la clé primaire parce que ça, c'est l'unicité d'une clé. On pouvait dire unique key pour dire la clé unique, mais nous, on a préféré dire primary key. Donc, c'est pour lui dire tout simplement, on informe à MySQL que le champ là est une clé primaire. Est-ce que tu vois? Et vous savez pourquoi on appelle ça clé primaire? Parce que ça doit être les premiers champs dans la table. On ne peut pas créer une table, on crée des champs à la fin. On vient dire que les derniers champs là, c'est ça la clé primaire. Donc c'est comme si tu commences avec lui, c'est lui l'aîné et les restes vont suivre. Voilà. Après, t'en fais pas, c'est technique. Tu comprendras au fur et à mesure que tu travailles dessus. Donc on lui a défini un unique, tout. Mais il y a aussi quelque chose que vous pouvez lui dire, qu'il ne peut pas être nul pour dire not null.
not know. Mais regardez, quand vous le faites en ligne de commande comme ça, c'est sale. Vous ne trouvez pas? Ouais, c'est très sale. C'est pas intéressant. Si vous devez ajouter des champs, il y en aura beaucoup, vous allez vous perdre. Mais la méthode reste la même. Maintenant, au lieu d'être là, ça va perdre les gens, on ne saura pas, on va utiliser un outil. Mais on va pas utiliser un outil trop intelligent. Sinon, l'outil devine des choses. Ce qu'on va essayer de faire, c'est que on va ouvrir Notepad. Notepad++. Et c'est ici qu'on va créer la table personne là. Donc, on vient ici, on dit, ah non, toi, tu es trop sale, tu me permets pas, en fait, de bien créer les choses. Donc, dégage. Il dégage. Alors, tu viens maintenant ici à Notepad. Tu dis, tu vas créer ce que tu veux. Donc, tu vas dire create table et puis personne. Tu ouvres les parenthèses. Hop. Derrière lui, il fait son malin, il décore déjà. Voilà. On a dit, on va avoir un champ qui s'appelle numéro. Ce champ va être un entier. Donc, int. Tu peux mettre en minuscule, dans ma ça va marcher. Int, on a dit un entier de quelle taille? De 10. Ça va être un entier. Oui, boss. Non, je veux pas sélectionner le langage pour que il décore. Non. Je vais le laisser comme ça. D'abord, que tout le monde comprenne. Maintenant, à la fin, je vais enregistrer ça au format SQL et il va décorer. Parce que les gens doivent... Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est tout ce que j'ai comme zoom. OK. S'il vous plaît, on était avec Samantha qui nous aidait là. Donc, c'était numéro int. On a dit not know, not know, non signé, unsigned, auto increments, primary key. Voilà. Quand on finit pour le premier champ, on fait virgule et on passe au deuxième champ. Le deuxième champ s'appelle, nous on va sélectionner ça. On va dire nom, attends et prénom. Dans le nom, on a sûrement des caractères alphabétiques. Donc on va dire nom et nom va être un champ de type varchar. Alors, varchar, c'est tout simplement pour dire une chaîne de caractères. Par défaut, quand vous dites varchar, il définit la taille à 255. Donc, mais nous, on sait que un nom, s'il dépasse pas 255, ça sert à rien. Donc, par exemple, un nom max, si quelqu'un a un nom long, même si c'est trois noms, il peut se limiter à 75 ou à 100 caractères. On dit, toi, tu vas avoir une taille de... Pourquoi c'est important de spécifier la taille? Parce que, en fait, en réalité, c'est comme si on mettait des bancs dans une salle. Si on n'a pas spécifié qu'il y a des endroits pour s'asseoir, ça c'est pour lui, ça c'est pour lui, ça c'est pour lui, quelqu'un va occuper le banc lui-même. Il arrive à un long banc, il prend ça lui-même. Parce qu'il n'y a aucune, on ne lui a pas spécifié que l'autre part là, c'est pour d'autres personnes, non. Il prend lui-même. Donc si tu as beaucoup de gens, tu risques de ne plus avoir d'endroit pour les asseoir parce que quelqu'un a déjà pris à lui-même tout le... C'est souvent. C'est la même chose avec la mémoire. Tout ce que vous définissez là, ça a un impact au niveau de la mémoire de votre machine. Quand vous dites par exemple qu'un champ comme nom va recevoir 255, déjà il prévoit une mémoire dans la machine de 255 caractères. Ça signifie que même quand tu vas lui mettre 2, il va mettre 2, mais il y aura autant de choses qui restent, qui ne servent à rien, mais il est là. À la fin, tu vas ajouter d'autres champs, pas, tu as un problème de performance. Pourquoi? Parce que ben, tu avais mal défini. Nous, on pompe tout directement. Donc, dès le début, comme ça, on sait que si tu veux, tu définis déjà bien. Tu sais, par exemple, que les champs numéro de téléphone, si c'est une chaîne de caractères, tu sais que les téléphones au Congo, max, c'est 9 caractères. Si tu ajoutes l'indicatif, ça fait 12. Toi, tu vas laisser ça en varchar 255. Il va garder 255.
Est-ce que tu vois? Donc, ta mémoire au niveau là où le serveur est installé là, il va commencer à bouffer les deux, il est tranquille là. Donc, c'est comme quelqu'un qui est là. Non, tu veux entrer? Non, tu n'entres pas chez moi. Mais il a de l'espace. C'est comme quand on fait ça sur le fauteuil. Et on va dire que les noms est obligatoire. Donc, not null. On fait virgule. On descend. Prénom. Prénom, si on exagérait, il y a des gens qui ont des prénoms longs aussi, hein. Trois prénoms, par exemple. On met 75, par exemple. Mais le prénom peut être nul, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de prénom. Donc, ici, vous pouvez dire null. La structure, hein. Alors, structure, il y a d'abord la structure, hein. Ça va être un varchar. Alors, quelles sont les structures, par exemple, qui sont retenues ici? Essaye de voir les structures. Il y a là. Uh-huh. Attends, s'il te plaît. Je vais écrire ça ici, comme ça. Nous avons la détique, CHU, comme ça, B, axi, DPM, Eve. Il y a quoi encore? Donc, il y a détique, CHU, détique. Il y a PEV, mais tu as parlé d'un truc là après le PEV. C'est la même chose. Ok. Donc, on a seulement le 4 là. Le 5, hein, c'est 5. Ouais. Vous voyez que là, nous avons comment on les appelle? 5 structures qui sont connues. Alors, on peut dire, on veut pas que quelqu'un mette une structure qui n'est pas reconnue, quelqu'un qui mette une structure mal écrite. Parce que nous, on veut. Alors, pour ça, au lieu de mettre varchar, ici, pour dire une chaîne de caractères de structure, on peut dire non, on veut une énumération. On va dire énum de quoi? Maintenant, à l'intérieur, ici, on va mettre les structures. Ça signifie quoi? Dans ces champs-là, on peut accepter que d'éthique, soit on accepte CHUB, soit on accepte AXI, soit on accepte DPM, soit PEV. Ça signifie quoi? Ça signifie que si quelqu'un est du CAMEPS ici, ça va pas marcher. Parce que le champ n'accepte que les structures qui ont été prédéfinies là-bas. Donc ici, structure, est-ce que ça peut être nul? Non. Not null. Chacun doit spécifier sa structure, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez compris? Au lieu de varchar, on n'a pas mis varchar. On a mis enum. En fait, enum, c'est un type de champ qui peut prendre soit varchar, soit type entier, mais qui te dit exactement qu'est-ce qu'il accepte. Ça pourrait ne pas être des caractères, ça pourrait être des âges. Par exemple, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Voilà. Donc, ici, c'est pour dire que dans ces champs structures-là, si quelqu'un veut remplir, il dit par exemple CAMEPS, on va lui dire CAMEPS, ça, nous, on ne reconnaît pas. Tu dois être soit de la DETIC, soit du CHU, Brazzaville. Mais là, c'est Brazzaville? Ah, ok. AXI, DPM ou du PEV. Voilà. Et tout ça, là, on va exécuter ça avec vous. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Il y a la fonction. Ok. Alors, comme la fonction, c'est quand même compliqué, on ne peut pas gérer toutes les fonctions. Mais quand tu analyses les fonctions, est-ce qu'il y a une fonction qui dépasse 100 caractères là-bas? D'accord. Donc, on peut dire qu'on reste dans 100 caractères. Pourquoi? Parce que tu vas trouver quelqu'un, spécialiste chargé de la documentation du données du Congo. Ça, c'est une fonction. Si tu as prévu, si tu as prévu, rappel, tu as prévu un petit champ, il ne pourra pas lui enregistrer son titre là. Il faut lui laisser enregistrer son titre. Donc, on a prévu 100. Et puis, on va dire que la fonction, elle est obligatoire. C'est ça, non? Très bien. Not null. Qu'est-ce qui vient après, Samantha? Mais si quelqu'un n'a pas une fonction, on peut dire sans emploi, sans fonction. Il y a plusieurs fonctions. L'adresse. Ça, c'est collaborateur. Voilà. Adresse. Alors, adresse,
on va dire alpha numérique, donc c'est un varchar, puisque l'adresse peut combiner, par exemple, 128B pour dire bis, et puis rue Pangala, rue Mbamou, je sais pas moi. Voilà. C'est ma rue où j'ai été victime. Je peux jamais oublier. Hein? Adresse là qu'ils ont mis, c'est l'adresse mail. Ah, très bien, monsieur Kouendende. Samantha n'a pas bien vu. C'est email, comme ça. Voilà. Alors, l'adresse mail, bon, il faut spécifier qu'il y a des gens qui ont des adresses mail longues. On peut supposer que c'est 75. Est-ce que l'adresse mail est obligatoire? Non, hein? Non. Partout, il y en a. Ouais. Mais il faut te dire que tout le monde ne peut pas avoir une adresse mail. C'est pas tout le monde qui peut avoir une adresse mail. Si on se pose sur ces documents, c'est pour que ça vous donne aussi une idée de la conception. C'est qu'on peut te demander de créer une base de données pour représenter un fichier. Quand tu regardes que le fichier est rempli, à un moment, les gens remplissent, à un moment, ça remplit pas, tu comprends que ça, c'est un champ optionnel. C'est pas obligatoire. Est-ce que tu vois? Donc, ici, on peut dire email null. Quel champ encore, madame? Tu es fatigué déjà? Téléphone, hein? Ils ont écrit coordonnées téléphoniques, c'est long. C'est téléphone tout court. Alors, le téléphone, nous savons que c'est euh, c'est 12 caractères. On mettait le indicatif du pays. Donc, on peut dire les téléphones, c'est 12. Mais quelqu'un peut être tenté de dire, oh non, mais les téléphones, c'est les chiffres, c'est les numéros c'est les chiffres normalement. Il faut mettre ça entier, faire int. C'est pas mal, ça va marcher. Mais il y a juste une chose. Votre zéro, là, il va être supprimé. Parce que le zéro avant quand c'est comme 0, c'est comme 0,10. En réalité, c'est 10. Il va faire tomber les zéros. Or, si toi, tu appelais ça quelque part pour envoyer un SMS, les zéros manquent, donc tu ne pourras pas envoyer l'SMS. D'où, il faut mettre ça en chaîne de caractères, mais spécifier que le champ ne peut prendre que 12 caractères. Très bien. Est-ce qu'il est obligatoire? Ouais. Ça, très bien. On a encore quel champ? Oui, chef. Oui, boss. Voilà pourquoi on a mis VARCHAR. Très bien. Ça, c'est aussi une option. Mais quand vous travaillez, vous savez que l'indicatif, c'est un plus. N'ajoutez pas plus dans la base de données. Le plus là, c'est quand il vous sert à quelque chose. Si vous vous connectez à un serveur de SMS, vous voulez envoyer un SMS, vous savez que dans votre code, vous devez vous concaténer un plus dessus. Vous n'avez pas besoin de mettre un plus dans une base de données. C'est connu déjà. Ouais. C'est comme quand vous voulez enregistrer le numéro du Congo. Tu sais que les gens, c'est juste pour le Congo. Pourquoi tu vas mettre 242? C'est bouffer un espace pour rien. Tu laisses ça. Si tu veux envoyer un SMS qui demande 242, là, tu vas concaténer ça lors de l'envoi. OK. Mais c'était un détail important de savoir qu'on peut ajouter le plus. Sinon, si tu mets en entier, tu ne peux pas mettre le plus. C'est ça, c'est important. C'est tout, madame? Ah, voilà. Alors, la signature, on va pas signer dans la base de données quand même. Donc, la signature, c'est une donnée qui peut ne pas apparaître ici. Mais, on a quand même besoin de savoir la date à laquelle la personne a rempli. Tu vois que là, il y a une date ici. Au lieu qu'on mette date et que tout le monde remplisse la date alors que c'est aujourd'hui, vous voyez qu'on a fait facile, on a juste mis la date là. Et la date là, c'est comme si on prenait ces champs, on les mettait là et tout le monde a rempli. Donc ici aussi, on va ajouter un champ de type date et la date ici, comme la date, c'est un mot-clé MySQL. Quand vous faites date dans certains outils, il risque de, vous dites par exemple date, il risque de vous compliquer. C'est vrai que MySQL sait comprendre que le premier, c'est pas le type, c'est ce qui suit qui est le type. Mais pour éviter les conflits, hein, dans certains outils, il va vous dire, mais il y a date. Tu peux dire, par exemple, date présence, ou bien date création. Parce qu'il y a toujours une date où on a ajouté la personne dans les systèmes. Date enregistrement, date création. Et ça va être une donnée de type date.
Mais cette donnée de type date, nous, on veut que ça soit une donnée qu'on met à la main. Pourquoi on met à la main? Parce que il y a la différence entre quand une donnée se trouve dans un système et lorsqu'une donnée se trouve dans un fichier. Par exemple, aujourd'hui, nous avons rempli ces fichiers, mais on vous demande de les mettre dans le système. Les courants, il n'y a pas. C'est demain. Et quand vous arrivez demain, est-ce que vous allez mettre ces fichiers-là pour dire que la date où les gens ont signé là, c'était le demain là? Ça va être aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le 7. Si tu mets ça le 8, donc tu peux pas mettre avec la date du 8. Tu vas mettre ça avec la date du 7. Donc ici, tu peux dire date not no sans dire quelle est la date par défaut. Maintenant, ici, tu viens ajouter un autre champ qui s'appelle date système. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que c'est la date à laquelle la donnée a été ajoutée dans le système. La personne était présente dans le fichier, c'est bon, mais la date à laquelle on a ajouté la donnée dans le système, c'est ce champ-là qui te permet. Et ce champ-là est, par défaut, il prend une date par défaut du serveur, pour que tu ne manipules pas. Donc ici, pour ça, on va dire quel est quoi? Default. Et ici, on va dire, au lieu que ça soit date, ça sera pas date, ça va être timestamps. Timestamp. Timestamp parce qu'il prend la date et l'heure convertie en timestamp. Les timestamps, en fait, c'est la date en secondes. Mais lui, il va vous afficher carrément la date et l'heure. Donc, au format anglais, 2024-08-07, espace 16h 2.26, 2.30, par exemple. Tu vois? Et ici, on va dire timestamp, default. Qu'est-ce qu'on va dire? Current timestamp. Current timestamp, c'est pour dire que la date actuelle. Current timestamps. Voilà. C'est tout? Très bien. Mais la signature, on va pas mettre. Hmm. On peut mettre la signature, mais on peut mettre une chaîne qui ne représente vraiment pas votre signature. Mais c'est juste comme les signatures électroniques. Ça existe aussi, mais c'est pas la signature avec des caractères. On peut faire, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un signe quelque part et qu'on prenne cette image de la signature, qu'on numérise ça, et on peut convertir ça en base 64. Ouais, mais pour ce qu'on fait là, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est quand tu as maintenant des connaissances et tu fais un vrai système, ici, c'est un exemple de la création d'une table. Et puis après, on va vous laisser vous-même créer les autres tables, voilà. Parce qu'on a des vraies tables qu'on va créer, on va donner à chacun d'entre vous un nombre de tables qu'ils vont créer, et puis ils vont nous donner les résultats. Si cela est bon. Alors, j'étais en train d'expliquer des aspects. En écriture, il y a toujours des aspects de euh, collate. En français, c'est quoi? Le collate, genre le. Vous savez, il y a des gens, il a un nom avec des accents. Par exemple, bien aimé. Voilà, bien aimé. Il y a, non, très d'union encore, c'est bon, ça ne pose pas de problème. Mais quand tu vois, par exemple, aimer avec un accent, tu vois, aimer avec un accent, la base de données, si vous n'avez pas prévu que les noms prennent les accents, comme par exemple, à la maison, Dieu donné, il risque que tu mets avec E accent, lui te sort ça bizarrement parce qu'il ne comprend pas. C'est la collation. Du coup, il faut dire à ta table, d'abord, quel est le type des moteurs auxquels tu appartiens, parce que MySQL, c'est pas dans toutes les bases de données, hein. MySQL, il y a deux types de moteurs de bases de données. Il y a les moteurs Mayasam et les moteurs InnoDB. Le moteur Mayasam et les moteurs InnoDB. C'est pas important maintenant,
Mais après, vous comprendrez que c'est très important de savoir quel est le moteur que vous avez décidé pour vos tables. Parce que, et MyAzam et InnoDB. Pourquoi? Parce que, par exemple, lorsque vous créez une base de données relationnelle, c'est-à-dire qu'avec des tables relationnelles, il y a des contraintes souvent qu'on met pour dire que si un père a un enfant, si le père, si l'enfant, si les pères meurent, l'enfant reste orphelin, non? Maintenant, il y a des règles dans la base de données qui disent si les pères n'existent pas, l'enfant aussi n'existe pas. Je vais te donner un exemple simple. Toi, tu es sur Facebook. Tu as créé ton compte, tu as commenté sur des pages des gens, des publications, c'est bon. Un jour, tu décides de bloquer ton compte, de fermer, de supprimer. Si Facebook supprime ton compte, vraiment, il supprime. Ça signifie que partout où toi tu es intervenu, partout où toi tu as écrit un commentaire, ça va devenir un commentaire sans savoir qui l'avait écrit. Ça devient un orphelin. Est-ce que tu vois? Or, ce n'est pas intéressant dans un système d'information d'avoir une information mais de ne pas savoir si elle appartient à qui. Est-ce qu'on comprend? Du coup, on peut appliquer une règle qui dise que quand il y a suppression, alors faites un cascade. Ça signifie quoi? Ça signifie que dès qu'on supprime ma personne là, ça va supprimer partout où moi je suis intervenu. Les commentaires, tout ce que j'ai fait, ça va aller supprimer parce que sinon, on aura des choses dont on ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que vous voyez? Le moteur InnoDB les gère très bien. C'est-à-dire que InnoDB, c'est le meilleur moteur de MySQL. Lorsque vous définissez ça, quand vous avez un utilisateur qui appartient à un rôle, vous créez un utilisateur, vous ajoutez un rôle à cet utilisateur. Dès que vous supprimez le rôle, l'utilisateur doit se supprimer. Sinon, l'utilisateur va rester sans rôle alors qu'à la création, il doit obligatoirement avoir un rôle. Ça, c'est quand vous définissez que ça soit une contrainte en cascade. Ça, celui qui gère bien, c'est InnoDB. Mais si vous mettez votre moteur en Mayasam, il a juste la rapidité des restitutions des données, mais la gestion des référencements, non. Tu risques d'aller, tu supprimes le rôle, l'utilisateur continue d'être là. Après, les systèmes bug, parce que si tu n'as pas, surtout quand tu n'as pas géré le fait de savoir que quand il n'y a pas un rôle, comment il fait, il bug. Et quand il bug, ah, mais ton système marche parce que tu n'as pas pris en compte le fait que la suppression peut avoir un impact sur d'autres. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est les concepts de la bonne conception de base de données. En banque, que tu dis là, quand on dit on a supprimé ton compte, on n'a pas supprimé ton compte. Même en Facebook, Facebook ne supprime pas les comptes des gens. Il te donne juste, d'ailleurs, en fait, il désactive ton compte. Toi-même, tu n'as pas accès à ça. Mais tes données sont dedans. En banque, on ne peut même pas se permettre de supprimer un compte de quelqu'un qui a fait des transactions avec les gens. Sinon, si moi j'avais fait une transaction avec lui, et moi je supprime mon compte, lui maintenant, quand il va regarder dans l'historique de ses transactions, c'était dedans. Comment est-ce qu'on va identifier que ces comptes-là, il avait envoyé à qui? Donc, c'est les notions que je donne maintenant pour que demain, quand vous allez vous retrouver à la conception d'une base de données, que vous puissiez comprendre que là, vu que c'est par exemple les données des touristes, les données des sites, etc., voilà comment je devais structurer mes données. Bah après, vous pouvez développer maintenant vous-même comment vous allez appliquer ça, si c'est en banque, si c'est... Sinon, est-ce que tu vois? Voilà. Non, la meilleure solution, tout dépend de ce que tu fais. La performance compte. On a dit InnoDB est très performant pour les relations. C'est même ça qui rend ça lourd. Lorsqu'il a la capacité, tu supprimes une donnée, mais il doit aller supprimer partout où ça se trouve. C'est lourd. Mais Mayazam, il supprime seulement là où tu supprimes. Les restes, il laisse. Et il est léger. Donc à la suppression, c'est moins de temps qu'il prend que quand c'est InnoDB. À toi de voir. C'est possible de basculer entre les deux quand tu instancies la base de données. Ça veut dire, maintenant, là, on est en train de créer. On va dire, par exemple, Engine. Quel est le moteur qu'on va utiliser? InnoDB. C'est comme ça. C'est à la fin. Après, tu vas lui dire collate. Pour lui dire, bon, quel est le collate que tu veux utiliser? Moi, je vais utiliser UTF-8, UTF-8
sous-tiret général, sous-tiret CI. Alors, UTF-8 général CI signifie quoi? Déjà, UTF-8, c'est l'encodage qui permet de prendre en compte les actes, tout qui va avec. Général CI signifie tout simplement, General CI, c'est le fait que la table ou la donnée est en état de case insensitive. Le CI là signifie case insensitive, insensible à la casse. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si, dans une table, on a écrit le nom du crèche en majuscule, et que lors de la recherche de Ducrèche, moi j'écris Ducrèche en minuscule, il va retrouver le Ducrèche en majuscule. Il est case insensitive, donc insensible à la casse. Est-ce que tu vois? Maintenant, après, il y a d'autres formats qui sont sortis. Par exemple, il y a des gens qui mettent ITF8 MB3, MB4. Pour dire, par exemple, qu'aujourd'hui, dans les bases de données, on doit être en mesure de gérer les émoticônes, smileys, tout. Ça n'existait pas à l'époque. Maintenant, là, ça existe. Donc, aujourd'hui, on a prévu le fait que si tu veux gérer un champ qui va recevoir, en plus d'être donné, bon, émoticônes et autres, alors, vous ajoutez les MB4. Mais nous, on n'a pas besoin de ça, on va pas gérer les émoticônes ici, donc, on peut laisser UTF-8 General CI. En dehors de ça, on va définir le charset, et ici, le charset va être UTF-8 tout simplement. Comme ça. Voilà. Si je mets UTF-8, comme ça va être. Il faut, en tout cas, on n'invente rien. Tout ce qu'on fait là, c'est pas moi qui invente ça, ça existe. Prenez l'habitude de travailler avec ChatGPT ouvert et avec Stack Overflow ouvert. Je vous dis une chose. Les meilleurs développeurs, les grands architectes sont devant ChatGPT. Ne vous en faites pas. Il n'est pas là pour que vous puissiez. Si quelqu'un n'est pas du domaine, même ChatGPT ne va pas le servir. ChatGPT, non mais c'est comme ça. C'est comme quelqu'un qui a découvert c'est notre cas. Utiliser ChatGPT sans Moi, je vous encourage. Hein? Moi qui suis là, je suis capable de tout faire à la main. Mais je vous encourage d'avoir ChatGPT ouvert et d'avoir Stack Overflow ouvert. Parce que vous allez rencontrer un problème que quelqu'un d'autre avait déjà rencontré, les gens avaient rencontré, ils ont résolu. Ça va te permettre de faire un débogage rapide. Hein? Stack Overflow. Stack Overflow, tu n'as même pas besoin d'aller sur Stack Overflow. Tu vas se mettre sur Google. Tu dis, moi, je n'arrive pas à faire ça. Le premier site qui va s'afficher là, c'est Stack Overflow. Surtout en informatique. Et il y a des gens qui ont rencontré le même problème que toi. Voilà pourquoi on dit on ne réinvente pas la roue, mon frère. Il existe déjà. Les gens ont été face à ce à quoi toi tu es. Et donc, ils ont déjà résolu. Toi, tu pars, tu regardes comment ils avaient résolu, tu prends. Ça fait de toi un bon développeur. Ça fait pas de toi un mauvais développeur parce que tu pars. Mais attention, ça ne signifie pas que tu seras sur chat GPT tout le temps ou sur Stack Overflow tout le temps. Moi, j'essaye d'équilibrer les choses, hein, pour ne pas en faire une, non, ne t'en fais pas, je peux pas le bloquer. Tu sais pourquoi? Parce que déjà, eux, ils font une formation. Ça, c'est une spécialité. En un mois, ils vont faire 3 formations. Il faut leur permettre d'avoir l'ouverture d'esprit, de se documenter sur ChatGPT, Stack Overflow et d'être en mesure de s'épanouir. Si vous leur interdisez tout ça là, ils vont s'ennuyer. Tout le problème qu'on a rencontré là au composeur, si vous étiez allé sur ChatGPT ou Chat, j'aurais même pas eu envie de passer derrière votre machine, vous aurez résolu ça. Si tu peux résoudre un problème toi-même, puisque tu étais en train de faire quelque chose, tu as trouvé une difficulté. Si tu peux résoudre toi-même, ça fait de toi un bon développeur. Ne t'en fais pas. Mouton va nous sauter. Oh non, ah, lui là, c'est un codeur de ChatGPT. Oui, nous on veut de lui. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça. Alors, c'est comme qu'est-ce que j'écris là. ChatGPT maîtrise tout ça. Moi, je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est UTF-8 avec -8 ou avec 8?
Ce que tu fais, ça ne marche pas. Essaye de venir changer là, 8 œufs, 8, tu mets. Si ça marche, c'est ça qui devait faire. Moi, j'ai la version payante déjà, j'ai 20 $ par mois. Moi, j'ai ça. Comment le développement a remplacé ça? Eh oui. Excusez-moi? Mais vous savez, le bien avec ChatGPT payant, c'est qu'il est relié à une adresse mail. Ça, on n'a pas l'obligation de donner à tout le monde une version, non. On peut créer une adresse mail de la DTIC qui achète et c'est cette adresse mail qui se connecte tout le monde. C'est comme ça. C'est bon? Voilà. Ce qu'on a fait là, maintenant on va nous mettre nous-mêmes à l'épreuve. On va aller maintenant exécuter ça. On a besoin de voir la table là créée. Oui, boss. C'est tout simplement pour le caractère seulement. C'est une façon de renforcer les caractères spéciaux. Au cas où ça coince, lui, il va transformer. Si c'est eux, il va mettre eux avec accent. Le collate, qui est différent de charset. Ça, c'est l'encodage, tout simplement. Et ça ne change pas, hein, c'est pas moi qui invente ça. C'est comme ça. Si tu vas, tu regardes, tu vas voir que c'est pareil. Mais alors, le projet américain, Ça, c'est le collate, comme j'ai dit, dans le champ. Ouais. On a la capacité de faire des recherches basées sur la case insensitive ou case sensitive. Voilà. C'est bon, le gars? On peut exécuter, mais remarquez une chose. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Pour ne pas passer du temps, remarquez que le dernier champ n'a pas de virgule à la fin. C'est-à-dire que si vous avez fait votre table, vous êtes arrivé au dernier champ, vous dites, vous mettez encore une virgule, vous allez avoir une erreur. Donc, retenez juste que la virgule après le dernier champ, on met pas ça. C'est tout. Aussi simple que ça. Donc, il faut maintenant exécuter ça. Comment faire pour exécuter ça? C'est là que le patron Koindende avait demandé qu'on puisse enregistrer maintenant ces fichiers-là au format SQL. Mais avant de l'enregistrer au format SQL, on va d'abord copier le machin en question. Le copie. Oui, vas-y. c'est bon conducteur. Hmm. Maya, c'est pas. Mayazam. Par exemple, la structure, voilà, c'est C'est resté. pareil, ça va rester pareil. Oui, c'est juste le moteur qui change. Très bien, c'est une bonne question. Puisque quelqu'un qui se retrouve devant un autre moteur, il peut se dire, mais ah, est-ce que ça n'a pas un lien avec le moteur qu'on avait sélectionné là? Donc, tu es libre d'échanger sans pour autant te dire que bon, il y a une contrainte qui va avec le collate ou quoi que ce soit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça, on copie ça, on ramène ça en ligne de commande. Et je vais coller ça, je vais juste cliquer sur, voilà, coller tout. Vous voyez comment il donne ça? Il donne ça comme ça. Maintenant, je dois exécuter ça. Bon, c'est là que les problèmes arrivent souvent, parce que si, si le processeur ne comprend pas, on sera mis la machine. La machine s'éteint, pouf, et puis le processeur est foutu. Ah ouais. En tout cas, c'est à vos risques et périls là. Je vais cliquer sur Enter. J'espère que quelqu'un ne va pas exploser ici. Je fais ça. Alors, la première erreur qu'il nous donne, il nous dit quoi? Il nous dit, bon, après, les débogages, c'est plus en anglais, hein. Vous avez une erreur dans votre syntaxe SQL. Il dit check. Donc, il vous demande d'aller vérifier dans les Go livres de SQL là. Ça, c'est dit manuel de SQL. Donc, il correspond à votre serveur, version, tout. Donc, il faut ouvrir les Go livres là. Pour aller voir l'erreur se trouve où. Mais en fait, si vous regardez bien, il vous montre là où se trouve l'erreur. Il vous dit unsigned auto increment. Donc, quand on revient ici, on va voir qu'on a mis unsigned avant not null. Le mieux à faire, c'est de prendre unsigned, mettre ça avant not null. Not null, auto increment et puis primary key. C'est juste ça qu'on va faire. On copie encore. L'art de répéter la chose.
Ça, l'erreur, tu corriges, tu viens, tu colles. On va copier, on va encore aller faire la même chose. Quand j'ai fait ça, je colle, on va encore observer. S'il y a encore une erreur, il va nous dire. Quand j'ai fait ça, waouh, tout a fonctionné, il n'y a pas d'erreur. Donc, la seule erreur, c'était de mettre unsigned après not null. Donc, c'est un peu pour dire qu'il y a un ordre. Tu commences par définir un champ qui est entier. Et cet entier-là, tu commences par définir si c'est un entier signé ou non signé. Et puis, tu peux continuer avec les autres contraintes. Là, quand vous exécutez et vous voyez query OK, ça signifie que notre table s'est créée. Et comment on vérifie ça? On va faire simple. On va dire show table. On fait ça, on a maintenant la table personne. Et si on veut voir la structure de la table personne, on dit tout simplement describe personne. Voilà. Et vous voyez, voilà. C'est bon. Donc, il a tout, même les timestamps, ça dit que, est-ce que vous voyez ce qu'on a fait? L'objectif n'est pas que vos bases de données, vous les fassiez comme ça, en écrivant. Mais l'objectif, c'est que vous soyez en mesure de comprendre que sans l'outil AD-SQL, sans l'outil ça, même si on me donne Notepad, je peux créer une base de données. Ça, c'est bien. C'est mieux que vous en arriviez à ça. Mais c'est pas obligatoire maintenant. Boss, vas-y. D'accord. Il y a beaucoup de moteurs de base de données. Il y a beaucoup de serveurs de base de données. Tous les serveurs de base de données qui fonctionnent sur SQL n'ont pas ce qu'on appelle le même vocabulaire. Est-ce que tu vois? Il y a des bases de données, par exemple, quand tu crées sur SQL Server, tu sais comment on dit à un champ que c'est une clé primaire? On écrit identity. Est-ce que tu vois? Dans Oracle, toutes les bases de données n'ont pas le même vocabulaire. Donc, si tu trouves, et en plus MySQL a beaucoup de fonctions, il y a beaucoup de fonctions, peut-être qu'on ne pourra pas maîtriser toutes les fonctions parce qu'on maîtrise les fonctions qu'on utilise d'habitude, pas toutes les fonctions. Donc, tu pourras te retrouver des bases de données euh, que tu n'as jamais manipulées, qui utilisent le SQL. Parce que le SQL est un langage pour les bases de données. Mais le vocabulaire, c'est pas la même chose. Est-ce que tu vois? Par exemple, le même code, si tu exécutes ça sur SQL Server, il peut refuser. Le même code, si tu exécutes ça sur SQLite, il va refuser parce que SQLite ne connaît pas UNAM. UNAM est une fonction de MySQL. Est-ce que tu vois? Donc, nous, comme on travaille sur MySQL, comme on dit toujours, la femme belle, c'est celle qui te donne ce qu'elle a. Elle peut pas te donner plus que ce qu'elle a. Donc, quel effort. Ça rentre dans la vidéo. C'est bon. Donc là, on a créé notre table en ligne de commande et à la fin, on l'a exécuté et nous avons, c'est bon, les données. Ça, c'est une première méthode. Donc, vous savez les faire. Une deuxième méthode, c'est que vous pouvez prendre ces contenus-là. Vous allez coller ça dans un outil qui existe, celui que j'ai ouvert ici, qui s'appelle AD-SQL. À l'intérieur, si j'ai rafraîchi, je vais trouver ma base de données. Vous voyez, j'ai formation Laravel. Et si je sélectionne, j'ai une table de personnes. Quand vous cliquez là, vous avez les champs et vous avez la structure des champs. Donc, je pouvais faire ceci. Vous avez dit ça se trouve dans... Ah, toi, tu n'as pas l'Aragon. J'avais aussi prévu AD-SQL. Hein? Quand tu entres dans MySQL, je pense, il y a AD-SQL quelque part. Vous voyez? Donc, cet outil, face auquel je suis, les gars, s'il vous plaît, si vous pouvez suivre avec moi, parce que je vais faire quelque chose. Je vais devoir supprimer la base de données, plutôt la table que j'ai créée là.
Je vais supprimer ça pour maintenant exécuter ça dans AD-SQL et c'est assuré que c'est bon. Donc, pour ça, la commande, elle est simple. Vous faites seulement drop et le nom de la table. Ça s'appelle personne. MySQL n'est pas interactif, celui-là. Il va pas poser la question, êtes-vous sûr vraiment, oui ou non? Drop personne. Et quand je fais ça, alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, très bien. Il me dit, il ne connaît pas personne. Est-ce que j'ai une table personne ici? Si je fais show table, j'ai personne. Mais pourquoi quand je dis drop personne? Parce qu'il faut spécifier drop table. Le mot-clé, c'est drop table. Mais, par exemple, quand vous voulez supprimer une base de données, on va pas dire drop database, ça va être juste drop le nom de la base de données et supprime. Je voulais juste montrer la différence entre quand vous supprimez une table et quand vous supprimez une base de données. Pour la table, c'est drop table et puis personne. Quand vous faites ça, OK. Il a supprimé. Et si on revient à AD-SQL, on rafraîchit. Ça, c'est ce qu'on appelle le cache. Si je viens là, je clique sur la Laravel chez moi, il n'y a rien. Là. Maintenant, je sélectionne ça et je viens ici dans requête. Je vais coller nos données là. Vous voyez? Ce qu'on avait créé ici là. J'ai pris ça, je colle ça ici. Et puis, je clique sur play. Hein. C'est comme la touche play de la musique. Quand vous cliquez ici, hop, vous voyez? S'il ne vous donne pas une erreur, c'est que ça a fonctionné. Si vous essayez encore, il va vous dire que cette table existe. Parce qu'il a déjà créé ça. Donc, si j'enlève ça, et puis j'ai rafraîchi, je viens là, je clique sur rafraîchir, voilà. Et ça, j'ai table personne avec le même type de données. Ça, c'est une deuxième méthode. Une troisième méthode, c'est que quelqu'un te donne maintenant ces fichiers-là, je vais encore supprimer la table là, genre table, ok? Quelqu'un te donne maintenant ces fichiers-là. Comme le patron Condé avait dit, on peut enregistrer ces fichiers-là au format SQL. Donc, je vais dire enregistrer. Je vais mettre ça sur le bureau. Accueil, bureau. OK, je vais appeler ça formation Laravel point Laravel point SQL. Mais pour que votre point SQL marche, il faut que vous puissiez cliquer sur type. Vous allez à all type. Là, il va prendre SQL. Sinon, ne mettez pas SQL à la fin. Venez vous-même ici chercher les formats SQL. Il y en a déjà quelque part. Donc, SQL, SQL. Si quelqu'un voit SQL, il nous dit s'il vous plaît. Normalement, il y en a toujours, hein, les formats SQL. Voilà, il est là. Lui, il a écrit tout. Structured Query Language File. C'est ça, SQL. Et si j'ai fait ça, voilà. Après, je peux enregistrer. Quand j'enregistre, vous voyez, il décore maintenant notre fichier. Parce que Notepad++, il est un peu intelligent. Il a compris que ça, c'est un fichier SQL. Avec ces fichiers-là, nous savons où ces fichiers-là se trouvent. Ils se trouvent sur le dossier dans le bureau. Comment on fait pour appeler ça? Je viens en ligne de commande. Tout ce que vous pouvez vous retrouver devant une base de données, on vous donne seulement un fichier. On te dit le fichier SQL est là. Importe ça. Comment vous faites? Je sors déjà. Je fais anti/q. Je sors d'abord. Je vais aller sur le bureau. Et pour aller sur le bureau, je fais juste d'abord cd/. Il va à la racine de cd. Je vais entrer dans users parce qu'il doit aller dans l'utilisateur. Mon utilisateur, c'est HP. Et puis, à l'intérieur, je vais vers desktop en anglais. Donc, si le système est en français, le bureau, c'est desktop. Et si vous faites attrib, vous avez la possibilité de voir tout ce qu'il y a sur le bureau. Alors, attrib vous montre quoi? Il vous montre un fichier. Attrib vous montre un fichier SQL qui est là. Formation Laravel.
attribué là. Donc, ces fichiers-là, maintenant, nous, on veut intégrer ces fichiers-là dans notre MySQL. Comment on va faire? Une commande simple et vous la retenez. On va pas se connecter à MySQL en faisant MySQL-u route-p11. On va faire ceci. On veut absorber les données qu'il y a dans le fichier là, dans notre base de données. Surtout, il faut vous rappeler que quand on vient ici, je vais encore rafraîchir ici. Quand je rafraîchis, la table n'est plus. On n'a pas de table. La table n'est plus. Maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens là, je vais dire MySQL. Je vais agrandir ça pour que ça soit visible. MySQL-u, comme si je me connectais. Route-p, mais au lieu de faire Enter, j'ai fait espace. J'ai une base de données que j'ai dans mon serveur qui s'appelle formation Laravel. C'est ça, non? Donc, j'ai fait MySQL-u, espace-p, et puis, ce qui suit, c'est pas le mot de passe. Vous mettez le nom de votre base de données. C'est formation. Et puis, vous allez dire, je vais injecter, vous faites les signes d'infériorité. Je vais injecter mon fichier que j'appelle formation. D'ailleurs, il est là. Quand j'ai fait ça, pour que ça soit visible. Voilà. Vous voyez? Donc, j'ai fait MySQL-u, je mets l'utilisateur, -p, et puis je mets le nom de la base de données. Je dis que je veux que tu puisses importer le fichier SQL là. Et quand je dis ça, comme j'ai mis P, il va m'obliger de mettre un mot de passe. Mais chez vous, ça va pas être le cas, il va marcher directement. Mais comme chez vous, vous n'avez pas de mot de passe, enlevez -p, vous laissez seulement formation Laravel. Ne mettez pas -p. Moi, je vais cliquer sur Enter, il me demande le mot de passe. Je mets, très bien. Et ce que j'ai fait là, lui-même, il a pris mon fichier, il a importé, il a pris les données. Et quand je viendrai dans mon AD SQL, j'ai rafraîchi. Voilà, j'ai ma table personne qui est là. Vous voyez, ça a été plus facile pour moi de pouvoir ajouter au fait ma base, ma table. Donc, on a vu les trois méthodes pour créer une table sans outils. On doit juste avoir notre serveur MySQL. On crée avec un outil comme Notepad ou Notepad++, et puis on part exécuter dans les unités de commandes. C'est bon? Deuxième méthode, on prend le code qu'on a écrit, on colle ça dans un outil qui gère les bases de données, comme AD-SQL, et puis on valide. Troisième méthode, on a les fichiers .SQL. Mais ces fichiers-là n'est pas obligatoirement typés en SQL. Vous pouvez typer ça en texte, ça va marcher. TXT, hein, ça va marcher. Allez-y, madame. Exactement. Si la base de données a 1000 tables, ça va venir avec les 1000 tables, tout. Ça va de même lorsque vous voulez exporter une base de données. Lorsque vous voulez exporter une base de données, vous voyez par exemple là, je ne vais pas utiliser cet exemple pour exporter la base de données. Je vais utiliser un autre exemple, comme par exemple, j'ai la base de données Coligaz. Vous voyez, cette base de données a beaucoup de tables. S'il vous plaît, les crimes là, j'ai l'impression que ça marche pas. S'il vous plaît, est-ce qu'on est tous synchrones? Au cas où il y a des gens qui ont des difficultés, ils les soulignent rapidement. Il est 16h50, 17h d'ici là. C'est bon? Donc, là, on a importé un fichier SQL et c'est rentré dans notre base de données. Je vais vous donner un élément simple pour l'exportation, puisque c'est mieux importation, exportation. Mais pour exporter, au lieu d'exporter, par exemple, la base de données qu'on a créée là, qui s'appelle formation Laravel, il n'y a qu'une seule table. Moi, je veux qu'on voit ensemble comment on peut exporter la base de données Coligaz là. Et on voit, c'est très simple. J'ai fait ceci. Je vais exporter ça sur mon dossier, mon bureau. Je vais faire MySQL, mais cette fois-ci, c'est dump. MySQL dump. Je vais dumper les données. MySQL dump, -u. Je mets route, -p, parce que moi, j'ai un mot de passe.
Je vais dumper la base de données formation, et plutôt Coligaz. Je vais écrire Coligaz. Et cette fois-ci, au lieu de signe d'infériorité, c'est le signe de supériorité. Et puis, je vais appeler ça coligaz.sql. Aussi simple. Si je fais Enter, il me demande le mot de passe. Voilà, il a exporté ça. Et pour preuve, on va venir sur le bureau. On va venir sur le bureau. Quand on vient sur le bureau de notre machine, c'est vrai, on peut le fichier comme ça. Mais non, voilà. On a un fichier qui s'appelle Coligaz SQL qui est là. Si on ouvre ce fichier avec Notepad, vous allez voir, vous voyez, il a tout exporté. Drop table if exist. Il supprime les tables si ça existe et il crée. Vous voyez? Et ce fichier que j'ai là, j'ai la capacité de vous donner ça et vous demander d'importer ça chez vous comme on a importé de l'autre côté. Est-ce qu'il y a une clé ici? L'exportation est là. C'est MySQL dump. Ah, vous voulez donner la clé? Non, j'ai besoin d'une seule clé. Comme ça, tout le monde va utiliser ça. Là, j'ai deux même. Je ne sais pas laquelle je vais utiliser. Oh. La jaune, c'est pour qui? Ah, attends. Il n'y a pas de Covid ici. Eh, je vais sur le bureau. Je prends le fichier Coligaz. Envoyer vers. Très bien. Mon frère, ta clé, un fichier de 45 kilos, il doit montrer ça. Oh. Les gars, pardon, si je vous donne la clé, prenez s'il vous plaît seulement coligaz.sql. Faut pas copier ces vidéos, hein.